Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Franck, vous nous rejoignez pour Ping Pong et j'attends votre réaction à cette attaque terroriste qui a coûté la vie à 3 personnes ce matin à Jérusalem. Une attaque menée par 2 membres du Hamas résidant à Jérusalem-Est et qui a été revendiquée à midi par le Hamas, justement. Ça faisait longtemps, comme on dirait. Encore une attaque terroriste, évidemment, qui tombe un jour particulier, un jour de libération d'otages. Qui doit opérer au dernier jour de la trêve pour le moment. Au dernier jour de la trêve. Dans la bande de Gaza. Pour nous rappeler quand même, au cas où certaines personnes dans le monde n'ont pas compris que c'était une vraie guerre contre le terrorisme, que le terrorisme est là et qu'il se rappelle à nous. C'est l'extraordinaire avec les terroristes du Hamas, puisque apparemment le Hamas a revendiqué. Alors, revendiquer l'attentat, c'est soit c'est une franchise, comme on dit, un espèce de label. C'est-à-dire qu'en gros, le moindre mec qui fait un attentat ou qui se fait sauter, il le revendique, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont forcément commandité, mais ça revient au même puisqu'ils se revendiquent. Et se revendiquer justement de cette action terroriste, ça montre aussi à quel point, comme je le dis toujours, on en a parlé la semaine dernière, il ne faut jamais faire confiance à une organisation terroriste quelle qu'elle soit, ni à leurs financiers. Donc moi j'ai mis Qatar, Hamas dans le même sac, et la preuve, j'ai eu raison, malheureusement. J'aurais préféré avoir tort. Ce qui est aussi assez problématique, c'est de voir qui sont ces 2 terroristes. Ce sont 2 frères, mais ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Arabes israéliens. Ce qui veut dire qu'ils vivaient à Jérusalem-Est. Voilà, ils vivaient à Jérusalem-Est, ce qui veut dire, et ils ont été emprisonnés. Alors pas je crois qu'il y a un frère qui a fait 10 ans. Voilà, il y a un frère qui a fait 10 ans de prison entre 2010 et 2020 pour des attaques terroristes, là aussi, et un second qui a passé 1 année en prison. Quelques mois en prison en 2014. Mais ça nous dit quoi aujourd'hui? Que les fameux prisonniers, entre guillemets, politiques, vous savez, comme disent la France insoumise et d'autres ennemis d'Israël, qu'on libère, c'est exactement ce genre de profil. Ça montre au monde que les gens, malheureusement, qu'on est obligés, contraints de libérer chaque jour, donc 3 pour 1, à peu près. Et qu'on présente souvent comme de simples prisonniers, comme s'ils avaient manifesté dans la rue contre le gouvernement Netanyahou. Mais oui, parce qu'on dit des femmes et des enfants. D'abord, quand on a 16 ans ou 18 ans, on n'est plus un enfant, déjà première chose. Et deuxièmement, quand on a fait des actes répréhensibles, quand on s'est fait sauter avec une bonbonne de gaz dans sa voiture et qu'on fait croire que c'est les Israéliens qui l'ont coupé les doigts et qui l'ont brûlé, quand on fait croire que certains enfants qui sont présentés comme des petits anges, ça nous rappelle quelqu'un, alors qu'ils ont déjà commis ou des actes terroristes en poignardant quelqu'un ou complicité du terrorisme. Donc la France insoumise et la France indigne et ses complices parlent de emprisonnement administratif arbitraire. En gros, Israël se balade comme ça en Palestine, comme ils disent, chope, donc kidnappe des femmes et des enfants et les met en prison. Mais bien sûr, et comme on dit dans la pub, et la marmotte, vous savez, elle replie le paquet. On est dans la mythomanie la plus absolue, ce qui vous montre que ce récit terroriste, ce récit barbare, ce récit djihadiste, parce que c'est du djihadisme, englobe justement toute cette petite histoire qui est une fausse histoire, non seulement d'Israël, mais de la région, pour raconter le récit de dire que ces gens-là non seulement ne sont pas des terroristes, mais des résistants, et ils vont le dire, même si les Arabes israéliens prennent les armes pour se retourner contre Israël, ça veut bien dire qu'au sein même de la société israélienne, il y a... Et donc, en fait, finalement, le seul drame de cette histoire, c'est que ce soit des Arabes israéliens qui aient commis ce meurtre, parce que il est récupéré par le Hamas. Le Hamas, dès aujourd'hui, se rappelle un bon souvenir. Attention, n'oubliez pas, on n'est pas des gentils, comme si on l'avait oublié. Et dans quelle mesure, Franck, ça peut nourrir actuellement le dilemme israélien pour savoir s'il faut étendre ou pas la trêve, reprendre l'opération militaire, libérer des terroristes qui sont emprisonnés, qui ont tué des personnes cette fois, et pas simplement tenté d'en tuer, comme c'était le cas avec les derniers. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, d'abord, une liste d'otages, j'espère vraiment qu'ils sortiront. Et moi, vous savez, on a reçu Keren, la maman de Mia, Shem, et on espère vraiment qu'elle sortira. On espère aussi. On prie très fort pour elle. Dans les prochaines heures, donc quand on a cette angoisse et cet espoir phénoménal aussi de ces otages, ça vous montre à quel point le monde entier est pris encore en otage. Pourquoi on est pris en otage? On est pris en otage émotionnellement entre ce besoin et cette nécessité pour le monde entier de détruire le Hamas, mais cette absolue nécessité de récupérer nos otages. Donc là aussi, on est dans un piège, dans un dilemme, parce qu'on sait qu'Israël doit absolument aller au bout, mais pas à tout prix, comme certains auraient aimé que ça se fasse. Donc au moins ça montre au monde entier, même si ça dure très peu de temps, vous savez les bonnes nouvelles d'Israël vers le monde entier, qu'Israël n'est pas prêt à tout pour détruire le Hamas. Puisque la preuve, on est prêt à faire des trêves, on est même prêt à leur laisser la main. Moi, c'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est que qu'on se le dise, aujourd'hui on laisse la main au Hamas et surtout au Qatar. C'est eux qui ont la main, c'est eux qui ont l'horloge, ceux qui décident. Donc ça permet au Hamas de se réorganiser, peut-être de se fournir en armes
depuis quelques jours. De reprendre un peu la main, D'imposer son calendrier. D'imposer son calendrier, c'est ça, ça me va pas. Même si on le sait qu'on doit le faire, on doit se boucher le nez et fermer un peu les yeux parfois, parce que le plus important, c'est la vie. Et ça montre à quel point on est complètement différents. Ce qui intéresse le plus Israël, c'est quoi? C'est la vie de ces Israéliens, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards qui ont été kidnappés. Mais ça, le monde entier voit ça comment? Mais il regarde pas. Ça, vous en faites pas. Vous pouvez regarder dans tous les autres médias. Personne ne dit, oui, regardez la grandeur d'Israël qui décide de faire une pause alors qu'il devrait écraser le Hamas. Mais personne n'en parle, ça c'est dans nos rêves. On nous critique tous les jours, mais nous, ça nous montre quoi? Ça montre déjà au peuple israélien. Parce que ça s'adresse au peuple israélien que Israël, contrairement à tout ce qui a été dit depuis 7 octobre, n'ira pas écraser le Hamas en écrasant en même temps ses otages, puisque ils font tout ça pour récupérer. Dès qu'on peut sauver une vie, vous savez dans le Talmud, c'est qui sauve une vie sauve l'humanité. C'est ça qui nous entraîne aujourd'hui. C'est la grandeur d'Israël et de cette armée. Même si certains, de plus en plus au sein du cabinet de sécurité, au sein plus globalement du gouvernement israélien, estiment que c'est aussi par la force qu'il va falloir désormais essayer de tenter de récupérer les otages pour ne pas tomber indéfiniment dans le piège du Hamas. En fait, ils ont fait cette phase de pause, trêve humanitaire, trêve d'otages, pour à mon avis, les otages les plus compliqués à avoir, premièrement. Deuxièmement, pour les enfants et les personnes âgées. Et il y a aussi autre chose, c'est savoir où ils sont. En gros, aujourd'hui, on a vu que le Hamas ne maîtrisait pas totalement la localisation plutôt, de tous ces otages. Troisièmement, on a vu qu'il ne maîtrisait pas tous les otages, puisqu'il y en a qui sont non seulement gérés par le Hamas, d'autres par le djihad islamique et d'autres par la population. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ils sont observés de près. Notamment par un médecin de l'UNRWA, donc il faudrait peut-être reparler avant de nous quitter. L'UNRWA, cette association, vous savez, qui a été créée uniquement pour les réfugiés palestiniens, parce que il faut dire que depuis 1947, les Palestiniens sont considérés comme des réfugiés. Ils ont le statut de réfugiés. L'UNRWA, c'est en gros, c'est les milliards de dollars, mais c'est surtout 30 000 salariés, vous pouvez vérifier. Il y a 30 000 salariés qui bossent nuit et jour pour les réfugiés palestiniens. On oublie de parler des réfugiés, par exemple, en Israël. Aujourd'hui, alors je vous parle, il y a plus de 200 000 réfugiés israéliens en Israël. Mais non, le mot réfugié, dans le dictionnaire, je suis persuadé qu'en face de réfugié, synonyme palestinien. Donc encore une fois, quand on est capable de faire tout ça et de gérer cette crise de cette façon-là, cette guerre plutôt de cette façon, c'est pas une crise, ça reviendra pas comme avant. Il faut aujourd'hui se dire que le Hamas, pour l'instant, a repris un petit peu la main, mais il faut vite qu'Israël reprenne ses fondamentaux. C'est d'abord reprendre la force, parce qu'il n'y a qu'avec la force qu'on arrivera à combattre le Hamas et les frères musulmans et le djihad islamique et nos amis du Sud-Liban et les Syriens et l'Iran. Parce que le nombre d'ennemis aujourd'hui, non seulement du peuple juif en Israël, mais du monde entier, ce sont ces gens-là. C'est le djihadisme islamique qui a été, bien évidemment, perpétré de façon philosophique par les frères musulmans, qui sont à peu près partout. Ils arrivent même à réunir sunnites et chiites. Vous imaginez à quel point leur haine est absolue. Ils arrivent à mettre de côté leurs inimitiés. Franck, pour terminer, vous avez conseillé un certain nombre d'élus politiques. Si vous étiez aux côtés de Benyamin Netanyahou, qu'est-ce qu'il pourrait dire, qu'est-ce qu'il devrait dire? Il a beaucoup été critiqué évidemment depuis le 7 octobre pour sa responsabilité directe ou indirecte dans ces événements-là, la manière dont ça a été géré. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller dans la manière de s'adresser à la population israélienne et sur ces décisions qu'il devra prendre dans les prochaines heures certainement pour reprendre ou pas la campagne militaire? Moi, je veux vous surprendre. Je lui conseillerais surtout de ne pas s'exprimer et de laisser d'autres s'exprimer pour lui. Je pense qu'à un moment, je pense tout simplement, vous savez à quel point je l'avais défendu et pendant de nombreuses années dans les médias. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vous savez, il y a un moment où il est encore, même s'il est chef du gouvernement, je pense qu'il est très 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 discrédité aujourd'hui, non seulement en Israël, bon, partout dans le monde on s'en fout, parlons d'Israël, mais même dans la diaspora. C'est que aujourd'hui il est fragilisé et que tout ce qui sort de lui, c'est un moment, faut reconnaître, tout ce qui sort de lui est négatif, même si c'est injuste. Moi, je suis communicant et je me dis, on n'est pas là pour regarder l'injustice. Aujourd'hui, il y a des marques, par exemple, dès qu'elles s'expriment, elles peuvent donner le meilleur produit du monde, on dit que c'est une catastrophe. Netanyahou, malheureusement, il n'est plus audible, mais plus audible par sa population. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, je lance un chiffre comme ça, plus de 70% des Israéliens ne veulent plus l'entendre, ne veulent même plus l'écouter. Donc il doit se taire et agir simplement. Exactement, il doit se taire et agir. C'est la seule façon de sortir, pas lui la tête haute, que Israël se sorte la tête haute et qu'on puisse enfin se dire, et en Israël et en diaspora, que Israël a pu combattre notre ennemi, qui est le djihadisme, qui est la barbarie absolue, que sont les frères musulmans, et qui est cette espèce de coalition satanique, parce que maintenant vous avez vu, la mode c'est de dire que les sionistes sont sataniques. Non, on dit ça, pourquoi? Parce qu'il y a une organisation satanique dans ces pays-là, mais si malheureusement Bibi s'exprime aujourd'hui, vous savez, c'est un État qui est devenu
Bibi national, je rappelle de le dire, c'est que depuis des années, en Israël, on n'est pas de gauche et de droite. Ou on est pro-Bibi, ou on est anti-Bibi. Je suis désolé, ça c'est une catastrophe pour la société israélienne qui a été déchirée. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a une solidarité qui se recrée, si Bibi parle trop, ça va mal se passer. Donc moi je dirais, il ne dit rien, il fait. Merci beaucoup Franck Tatiro d'avoir été avec nous. Ping Pong à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye les auditeurs.